Une femme aux longs cheveux roux se tient devant un manoir sombre et menaçant sous la pluie. Elle, toute mouillée par la pluie, prend une pièce d'or dans sa bouche. La main d'un inconnu tend la main vers une clôture métallique. Le personnage principal traverse la pièce. La pièce est enveloppée de la lumière bleue de la lune pénétrant à travers les vitraux. Une femme est allongée, les cheveux détachés. Elle est de retour. Elle avait à nouveau 17 ans, comme sur la page précédente. Pendant les 10 premières rotations, la jeune fille espérait qu'un jour cela finirait. Pendant les 20 prochaines, elle ne se préoccupait que d'échapper à une mort inévitable. Après 30 autres, tout devint familier. Après 100 les rotations plus tard, seule la fatigue restait. Après tant de tours, le personnage principal a même oublié son nom. La servante appelle Miss avec inquiétude, car il est temps pour elle de se réveiller. Une silhouette vêtue de vêtements sombres se tient au pied du lit. Regardant la fille endormie nommée Karen, elle doit se préparer. Une femme joyeuse ouvre les rideaux d'une pièce lumineuse et s'exclame joyeusement que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa maîtresse. Et une femme rousse aux yeux violets et à l'expression sérieuse dit que ce n'est pas son véritable anniversaire. Un grand livre ouvert sur la table, aux pages chatoyantes. Une femme est allongée dans son lit. Un jour, elle s'est réveillée dans un roman et y est depuis 117 ans. Une fille en robe rose tient un livre, debout sous des arches fleuries. Ce livre décrit une histoire d'amour banal. Karen Hare, la fille unique de son père, rêve de vrais sentiments. Une femme aux cheveux roux, vêtue d'une robe rose duveteuse, regarde avec crainte un personnage masculin dans l'ombre dont elle a besoin pour mettre fin à sa relation avec son fiancé. Le personnage principal devient la servante de la fille d'un aristocrate. Karen, habillée en femme de chambre, est assise par terre, subissant l'humiliation et le ridicule. Un inconnu tend une paume gantée ouverte. Le personnage principal est un homme blond en tenue formelle s'enlace, entouré de roses rouges. Le couple danse, s'enlace sur fond de fleurs. Mais à la fin, l'héroïne trouve le véritable amour. Le gars et Karen reposent leur front, ils sont contents l'un de l'autre. La jeune fille gît inconsciente sur le sol. Du sang coule d'elle, formant une rose. À la dernière page, l'héroïne doit mourir en buvant du vin empoisonné. Un livre à la couverture rouge repose paisiblement sur la table. Personne n'y touche. Les pages du livre tournent violemment, comme si le livre respirait, vivait sa propre vie. Un cri éclate sur fond de pluie, et le personnage principal se tient la gorge, baissant les yeux avec peur. Il y a 1 an, Karen est assise sous un arbre un jour de pluie, les bras enroulés autour de ses genoux, les yeux épuisés, à peine ouverts. Elle embrasse un homme blond en uniforme militaire. La jeune fille a surmonté sa peur pour retrouver un gars nommé Raymond. Mais il y a un problème. L'ombre d'une hache tombe sur le visage du personnage principal. Elle le regarde sans aucune émotion. Une hache enroulée dans une corde, sur fond d'éclaboussures sanglantes, la fin reste la même. Une rangée de majordomes en uniforme se tiennent dans la même position, leur visage invisible. Peu importe avec qui Karen relie sa vie, même avec personne. Le résultat ne peut pas changer. 3 femmes en robe bleue courent au secours de leur maîtresse qui tombe par la fenêtre. Le personnage principal se tient face à son assassin. Du sang coulant sur son visage et sa robe, une traînée rouge de sang maculée derrière elle. La jeune fille est assise par terre, sous le choc. Du sang recouvrant ses mains, son visage et sa robe. Elle nage sous l'eau dans une robe rose, ses cheveux roux flottant dans l'eau. La fille au rouge est sous le choc parmi les lumières et la fumée qui ont envahi la pièce. Elle pleure fort. Karen se retrouve toujours dans un jardin vide, avec à chaque fois une pièce de monnaie dans la bouche. Le personnage principal est assis dans son lit, regardant une autre pièce. Elle dit que cette pièce est la 100e. La servante regarde avec surprise la pièce scintillante dans la main de la jeune fille. Elle demande ce que c'est. Karen bâille, mais explique quand même que c'est juste un porte-bonheur. La même femme de chambre demande si la fille aime vraiment ce genre de choses. Elle dit qu'elle aime prédire l'avenir avec une pièce de monnaie et propose de l'essayer. S'il s'agit d'un aigle, alors tout se passera bien pour Karen et elle sera une jeune femme exemplaire. Le personnage principal est surpris, tenant une pièce de monnaie à la main, disant qu'elle a tout compris. La pièce est lancée en l'air.
Il y a un silence et la respiration ralentit en prévision du résultat. Karen a l'air inquiète, tandis qu'une autre femme aux cheveux noirs regarde sa paume avec intérêt. Une fille aux cheveux roux regarde le reflet de l'eau. Si elle a la tête, alors tout ira mal, et elle ne veut pas que cela arrive. Le personnage principal, désespéré, se penche au-dessus de l'évier, pensant au suicide. Une atmosphère tendue apparaît. La femme de chambre, entrant dans la salle de bain, semble choquée par les agissements de sa maîtresse, soulignant la gravité de la situation. La femme console Karen, qui est toujours bouleversée, lui demandant si elle se sent mal à propos de son mariage. Elle est fiancée au même homme depuis qu'elle est enfant. Personne ne la comprend mieux que lui. Le personnage principal arrête sa servante nommée Nancy. La main de la servante est toujours sur la tête de sa maîtresse. Karen propose un échange de partenaires. Le jeune homme de sa servante est plutôt beau. La jeune fille va abandonner son petit ami prénommé Doolan. La servante est très inquiète en entendant cela. Elle doute de la santé mentale du personnage principal. Il s'avère que la fille ne faisait que plaisanter. Elle comprend que s'il touche même son homme avec le doigt, la servante la tuera définitivement. Il y a divers produits cosmétiques sur la table. Peu importe le nombre de fois où Karen renaît, c'est toujours douloureux. Pour la énième fois, elle se prépare à devenir adulte. Une femme aux cheveux noirs sourit et pose une question pour qui sa maîtresse s'habille. Il y a peut-être un autre homme. Le personnage principal enfile pour la 100e fois ce corset suffocant. Nancy aide à le resserrer et dit qu'elle n'a toujours souhaité que le meilleur pour la fille. Une femme vêtue d'une robe élégante se tient devant un miroir et lui pose des questions sur son apparence. Il y a beaucoup de gens debout dans la salle de bal, certains regardant Karen la bouche ouverte. Un homme en costume bleu, avec une expression insatisfaite sur le visage, croise les yeux du personnage principal. Elle voit à nouveau son fiancé détesté. La jeune fille aux cheveux roux semble plutôt épuisée. Son visage ne montre aucune émotion. Ce n'est pas approprié pour une jeune femme de faire une telle grimace devant son futur mari. Mais Karen n'a aucune raison d'aimer Doolan. L'homme regarde d'un air sombre sa fiancée, qui lui demande s'il s'est fait prendre sous la pluie en arrivant, précisant également qu'il n'est pas son mari. Des flaques d'eau sont visibles sous les pieds de l'homme. Karen pense que le véritable amour ne concerne pas lui. Il réfléchit sur les valeurs traditionnelles d'une bonne épouse. Tenant un verre de vin, il dit qu'une épouse doit être soumise, fidèle et attentive aux paroles de son mari. Il y a une atmosphère festive dans la salle de bal, mais le personnage principal l'a déjà vu à plusieurs reprises. Les musiciens jouent de leurs instruments. Ils ont répété cette chanson à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il y aura une cérémonie de passage à l'âge adulte pour le personnage principal. Une fille avec une expression pensive sur le visage et portant des boucles d'oreilles exquises lève les yeux quelque part, pensant qu'elle est en enfer. L'homme regarde sombrement sa fiancée et lui demande de revenir à la réalité. Sortant de ses pensées, la jeune fille essaie de se forcer à accepter la réalité. L'expression de la jeune fille s'adoucit, montrant peut-être un moment de vulnérabilité ou de conscience. Karen essaie de se convaincre que ce mec est son destin. Elle lui demande ce qu'il voulait dire. Doolan tient un verre de boisson à la main, des gouttes de sueur froide coulant sur son visage. Deux mains se tiennent. Tout est pareil. Même si quelqu'un n'aime pas ça, alors il n'y a pas le choix. Un homme en costume noir et une femme en robe violette dansent lors d'un bal avec une inscription. C'est leur 69e danse ensemble. Le petit ami a marché sur le pied de sa dame pour la 45e fois. Le domestique a cassé le verre pour la 78e fois. Un homme insatisfait demande au personnage principal de sourire. Doolan explique que c'est nécessaire, parce que tout le monde se moque de lui. Les gens autour chuchotent. La jeune fille attend sans émotion. Karen Hare est prise en pitié pour la 100e fois. L'expression de l'homme est peinée. Il déteste être pris pour un imbécile. La jeune fille n'en est pas surprise. Le personnage principal pense que tout à ce bal est comme toujours. Mais soudain, quelque chose attire son attention. La jeune fille prend Doolan par le col de son pull et l'attire vers elle. C'est la 100e cérémonie de passage à l'âge adulte. Karen appelle l'homme avec elle,
Mais il résiste et insiste pour attendre. Un homme en costume noir suit une fille en robe lilas à travers une salle richement décorée, ce qu'elle n'a jamais essayé auparavant. Doolan s'indigne et essaie de savoir où elle l'emmène. Le personnage principal sourit largement et dit que le couple est déjà fiancé. L'homme a l'air confus et inquiet. Il ne comprend rien. Les doubles portes ornées sont légèrement ouvertes. Seule Karen s'en souviendra. L'homme est représenté levant les yeux, avec une expression de surprise. Il ne comprend toujours pas ce qui va se passer. La main de la jeune fille démêle ses cheveux. Elle veut essayer quelque chose de nouveau. Le personnage principal se penche sur un homme menteur et effrayé. Un sourire se dessine sur son visage. L'homme regarde le personnage principal, debout à côté de son visage, les cheveux flottants. Karen sourit largement en disant à son fiancé d'enlever ses vêtements. Homme aux cheveux noirs et à l'expression confuse, son regard est dirigé vers le bas et une faible lueur souligne ses traits sur le fond sombre. La jeune fille ajuste ses cheveux dans le miroir. Sa pose rayonne de confiance. Il y a du silence dans la pièce. Karen continue de se regarder dans le miroir et son fiancé arrange ses vêtements. L'homme se détourne, regardant par-dessus son épaule avec une expression insatisfaite sur le visage, peut-être du regret ou de la prévenance. Il dit que ce n'était pas son initiative. Le personnage principal apparaît pensif et légèrement déçu, exprimant sa conscience ou sa résignation face à ses attentes. La jeune fille serre la main de son petit ami, lui demandant de l'emmener à la salle de bal. Le couple se tient ensemble, l'homme semblant résigné et la femme bouleversée ou inquiète. Et il leur reste encore 3 danses à faire. Plusieurs inconnus murmurent que sans le droit d'héritage, Karen n'aurait pas eu à épouser Doolan. La conversation se poursuit dans un cadre plus coloré. La femme a entendu dire que la jeune fille vendait une propriété à des fins éducatives. Le couple se faisait face. Doolan et la jeune fille se regardent. La tension est perceptible dans leur langage corporel. Le regard de l'héroïne est détourné et la posture de l'homme est tendue, comme dans un moment de conflit ou de désaccord. Le gars propose avec hésitation de danser devant une fille en robe violette sur fond festif. Karen se retourne avec une expression surprise, réfléchissant à l'absence de toute tension romantique. La 3e femme observe secrètement le couple, se demandant ce qu'on leur enseigne dans les monastères. Le personnage principal regarde son partenaire avec un manque de compréhension de la situation. Doolan, l'air résigné, compte bien effacer toutes les blagues des inconnus. Le gars sursaute et laisse tomber son verre lorsque le serveur lui rentre dedans par derrière. Il perd l'équilibre et tombe au sol, provoquant une agitation en arrière-plan. Karen le regarde alors qu'il tombe. Elle savait que cela arriverait. Elle regarde l'autre couple avec un regard cynique. Ils tendent la main vers le couple et discutent d'eux. Le personnage principal reflète avec un léger sourire que tout se passe comme il se doit, ce qui implique un sentiment d'inévitabilité. Malgré toutes les circonstances, la jeune fille donne un coup de main à Doolan pour l'aider à se relever. Le gars la regarde avec arrogance, comme pour dire avec son regard qu'il n'a pas besoin d'aide. Karen s'avère persistante. Cette expression du visage ne lui fait pas peur. Elle continue de se tenir la main tendue devant elle. Les gens en arrière-plan discutent des échecs du couple et regardent tout ce qui se passe de l'extérieur. Le personnage principal pense que maintenant, son fiancé va verser du vin sur la servante. La jeune fille sera bien sûr choquée par une telle cruauté. La main de la jeune fille est toujours en geste amical d'aide près du visage de Doolan. Le gars se lève sans faire attention à elle et dit au serviteur de se perdre. L'homme s'excuse et s'en va rapidement. Le personnage principal regarde son fiancé avec incrédulité. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Doolan prend les doigts de sa fiancée dans sa main, lui proposant timidement de continuer la danse. Les gens autour disent à voix basse que l'homme n'a même pas honte. Mais la jeune fille ne se soucie pas de ce que disent les autres. Elle est ravie que son fiancé lui ait d'abord suggéré de continuer. Elle est heureuse que Doolan, qui n'a pas changé depuis 99 ans, ait soudainement changé. Karen sourit largement et espère que si ce détail a changé, alors tout le reste changera. Entourée d'un halo de roses, Karen est magnifique, ses cheveux roux et ses yeux violets complétant son apparence. Assise dans une pose contemplative, la jeune fille pense qu'après avoir été dans ce corps pendant 100 ans, elle a remarqué quelques schémas. Karen apparaît toujours dans la forêt,
debout dans un décor sombre parmi les arbres dénudés. Deuxièmement, après avoir vécu 1 an, elle meurt et revient au début. Troisièmement, chaque fois qu'une pièce portant un certain numéro apparaît dans la bouche du personnage principal, la jeune fille s'assoit devant le miroir et pense qu'en brisant le système, elle pourra peut-être tout arrêter. Afin de changer le cours des événements, Karen a essayé de prendre du poids en mangeant une énorme quantité de nourriture. Elle s'est également enfuie de chez elle et a fait des œuvres caritatives, distribuant du pain fraîchement cuit aux enfants et aux adultes pauvres. La jeune fille a également tenté de se suicider avant la fin de l'année, mais rien n'y fait. 2 femmes habillées en servantes, l'une faisant la vaisselle et insistant sur le fait que c'est le tour de l'autre, se disputent à propos des tâches ménagères. Karen, bouleversée, est allongée dans son lit et rêve de se venger, exprimant son désir de quitter le lit. Soudain, la pièce tombe des mains du personnage principal, tombe et roule sur le sol. La jeune fille regarde vers la pièce qui vient de tomber et réfléchit à qui elle devrait se venger. Elle est assise sur un tabouret, sa main est baissée avec fatigue. La jeune fille considère qu'il est injuste de punir les gens pour des actes qui ne sont pas encore accomplis. Soudain, la paume se serre en un poing. Même si Karen commence à se venger, rien ne changera. Un livre ouvert aux motifs complexes. La 48e vie. Karen, l'air blessé et désemparé, demande de l'aide à un gars à l'air sévère. Mais il dit qu'il a déjà procédé à la désinfection. Il ne le pensera pas, dans cette vie. Doulan a rompu les fiançailles et a refusé de soigner la fille. La jeune fille resta au lit pendant 1 an. Un domestique s'occupait d'elle. 1 an plus tard, le personnage principal décède, la cause en étant un empoisonnement du sang causé par la morsure d'un sanglier. Un livre ouvert au texte illisible, 58e vie. La fille aux cheveux blonds est la rivale de Karen, nommée Isela. Elle est très en colère, réalisant que le personnage principal lui a volé son petit ami. Le personnage principal résiste fortement, criant qu'elle n'a rien fait, même si la fille ne l'a pas tuée directement, mais qu'elle a dû endurer quelque chose de pire que la mort. Isela ordonne à ses subordonnés de lui verser de l'eau bouillante. Maintenant, avec un tel visage, personne n'aimera Karen. La jeune fille a crié de douleur déchirante, mais personne n'a essayé de la sauver des martyrs. Elle est morte de brûlure. Un livre ouvert aux motifs complexes. La 18e vie. Verdict Evans est le père d'Isela. L'homme est entré dans la pièce en tenant une hache à la main. C'est un cauchemar complexe, attendant le moment de bonheur pour tout détruire. Un homme aux cheveux blonds se tient menaçant avec une hache et frappe la pauvre fille effrayée. Si elle a volé le bonheur de sa fille, elle doit payer intégralement. Le corps de Karen repose sur le sol dans une mare de sang. Verdict lui brisant le cou avec une hache émoussée. De nombreuses silhouettes humaines regardent le personnage principal. Elles veulent toute sa mort. Une fille aux cheveux rouges est assise par terre dans une pièce bien éclairée avec des meubles élégants. Elle regarde une pièce de monnaie posée sur le sol. Il y a 2 servantes debout dans la pièce. L'une fait la vaisselle et l'autre tient le linge. La jeune fille dit que même si elles n'ont rien fait dans cette vie, elle n'oubliera pas leurs péchés. Les délinquants de cette vie ne se souviennent pas de la façon dont ils ont blessé le personnage principal en la tuant. Mais elle se souvient de tout. La pièce est toujours posée sur le sol. Même si Karen devra se venger d'un nombre infini de personnes, elle a beaucoup de temps. Elle s'agenouille et examine la pièce, et se demande pourquoi l'idée de se venger ne lui est pas venue à l'esprit plus tôt. La fille aimerait faire quelque chose de mal dans cette vie. La vengeance serait une bonne option pour cela. Le personnage principal est bouleversé de savoir qu'avant, elle n'était pas consciente des pensées qui lui venaient maintenant à l'esprit. Karen et son fiancé vivent un moment de tendresse. Avant, la jeune fille pensait que seul l'amour change le monde et les gens. Le couple s'embrasse. Ils sont heureux l'un avec l'autre. Le personnage principal estime que ce n'est pas la réponse. La jeune fille écrase furieusement les roses qui se trouvaient auparavant dans le vase. Les gens ne sont pas changés par l'amour, mais par la mort. Karen sourit sereinement. Elle se sent soulagée. Le jour de son 117e anniversaire, le personnage principal décide de devenir un tueur. Aux confins de l'Empire héritier, un cheval tombe.
Son genou est cassé, et il ne sera plus possible de se relever. Le nom de l'homme blond est Verdict Evans. C'est un usurier et montre de toutes les manières possibles que la situation lui provoque des émotions négatives. Une main gantée frappe à la porte fermée. Une voix inconnue crie à Isela et lui demande de sortir. Isela Evans est la fille de Verdict Evans. La fille bâille et demande ce qui ne va pas. En ouvrant la porte, l'homme tend la main à sa fille et dit qu'elle devra quitter cet endroit pour marcher. En marchant vers sa destination, la jeune fille souffle de fatigue, se murmurant qu'elle ne reviendra plus ici. Son père dit calmement que ces endroits ont un sol très fertile. Ici, vous pouvez récolter une excellente récolte. Il y a peu de monde, donc les coûts d'aménagement paysager sont faibles. L'homme prend Nizeley par la main et dit que s'ils obtiennent ces terres, il laissera sa fille les gouverner. Il continue de dire que cet événement servira de bonne leçon avant le mariage. La jeune fille est gênée et espère que Raymond la remarquera si elle est une bonne gestionnaire. Isela sourit joyeusement et promet à son père qu'elle deviendra une maîtresse assidue pour ses gens. Dans une rue bien rangée se dresse une église solitaire, les rayons du soleil ruisselant sur ses murs. Le verdict informe ses serviteurs et d'autres personnes que les négociations sont terminées et qu'il peut désormais dormir tranquille. Après l'avoir écouté, l'homme répond qu'ils se reverront désormais dans 6 mois. L'homme répond que son temps lui coûtera cher. Isela se tient derrière son père, gênée par sa maladresse. La fille espère qu'il plaisante. L'héroïne examine son environnement, regarde autour d'elle et trouve que l'église a l'air très décrépite. La jeune fille pense qu'elle va tout arranger ici dès que le verdict lui donnera ses terres. 2 personnalités en arrière-plan chuchotent, discutent de quelque chose. Elles attendent vraiment quelque chose. Isela se tourne dans leur direction, suivant les filles des yeux. L'héroïne ne comprend pas comment on peut considérer l'église comme belle. Mais quelque chose interrompt ses pensées. Une fille entre dans une salle bondée, regardant la mosaïque de verre. La regardant ainsi que les gens autour. Isela regarde les gens avec beaucoup de surprise et d'indignation. Ne comprenant pas pourquoi ils sont tous entassés ici, son regard s'arrête sur la charmante jeune fille rousse. L'héroïne se surprend à penser que Karen ressemble à un ange. Isela veut interpeller le personnage principal. Elle est la fille de Lord Hare. La fille fait attention à l'apparence de Karen. Ses vêtements sont usés et il n'y a pas de bijoux sur elle. Elle regarde le personnage principal et essaie de comprendre pourquoi elle est si en colère contre lui. Isela décide que cette fille deviendra son bouc émissaire personnel. Dulan est debout à table et lit l'Évangile pour les autres. Karen est assise paisiblement sur le banc, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fermés et priant en silence. Après avoir terminé la lecture, le gars rapporte que le service de prière est terminé. La jeune fille soupire et dit que Dieu n'a jamais écouté ses prières. Dulan met sa main sur l'épaule du personnage principal et lui demande avec un visage sérieux de ne pas profaner le sacrement du service de prière avec son hérésie. Le personnage principal pense que sa présence sur ce podium est une grande insulte. Soudain, la jeune fille est distraite de ses pensées par une voix. Il la salue et l'appelle par son nom. « Voici Isela Evans », se présente-t-elle. L'héroïne est ravie de rencontrer Karem. Elle demande qui est à côté de la fille. Elle présente Dusan, en disant qu'il est son fiancé. Isela répond qu'elle a entendu des informations sur le mariage imminent du personnage principal, mais qu'elle ne s'attendait pas à épouser une telle personne. L'héroïne pense que peu importe la beauté de Karen, son destin est de végéter avec son prêtre dans cette nature sauvage. Avec une gentillesse feinte, la jeune fille complimente cette héroïne et dit que même si sa vie est loin d'être idéale maintenant, elle espère vivre heureuse. Dulan a l'air gêné et surpris, mais Karen n'est pas du tout gênée par ces mots. Elle sourit gentiment et remercie Lady Evans. Le personnage principal examine Isela, n'acceptant pas son choix de venir à l'église dans des vêtements aussi luxueux. La jeune fille regarde la robe d'Evans, comparant sa jupe à une cloche. Karen est visitée par de mauvaises pensées. Elle se demande si elle pend l'héroïne par le cou et la secoue. Va-t-elle commencer à faire clignoter une cloche verbale? Elle se demande si cela fera le même beau son. La jeune fille blonde appelle le personnage principal par son nom, indiquant qu'elle ne peut pas quitter son cou des yeux. Isela pense que Karen regardait le collier et dit donc que son fiancé le lui a offert. La jeune fille sourit gentiment, mais Dulan ne comprend pas pourquoi sa fiancée prête attention à la richesse matérielle.
Le personnage principal imagine une jeune fille pendue. Elle pense que ce collier est idéal comme corde à suspendre. Il fait noir dehors. Le corps repose sur le lit, immobile. Karen le regarde et dit que si le collier de la fille avait été fait de cordes de piano, elle aurait fini sa vie avec. Le regard de la dame est dirigé vers le cadavre. Elle sourit et demande à la jeune fille de ne pas être déçue. Le collier repose dans une main froide. Le personnage principal promet de le mettre sur le cadavre d'Isela. L'aube a peint le ciel en orange. La journée ne fait que commencer. Les subordonnés de Karen sont heureux que la jeune fille sourit radieusement pour la première fois depuis longtemps. Elle marche en sautillant joyeusement. Selon les gens de ce jour-là, ses pas étaient comme la danse de la déesse du printemps. Des bulles de savon et des pétales de fleurs volent partout. La jeune fille sourit largement et rit. Le personnage principal n'a pas pu déchirer un seul pétale de ses propres mains ce jour-là. Les mains ensanglantées de la jeune fille tiennent le collier, offert à Iselé par son fiancé. Karen rit très fort et rayonne littéralement de bonheur. Aujourd'hui, elle a commis son premier meurtre. Isela fouille la pièce en panique, regardant chaque coin. Elle crie qu'elle portait les bijoux lorsqu'elle allait à l'église. La femme de chambre entre dans la pièce en annonçant calmement qu'elle a apporté de l'eau pour se laver. La chambre de la jeune fille est dans un chaos et un désordre complet. Elle demande nerveusement à son subordonné qui l'a amenée la nuit dernière. La femme de chambre commence à expliquer qu'Isela s'est endormie pendant la réunion. La jeune fille crie de manière hystérique, demandant à plusieurs reprises où se trouve son collier. Le serviteur regarde l'héroïne avec une incompréhension totale de la situation. Elle dit qu'il manque la décoration. La servante explique calmement qu'elle a mis tous les vêtements de sa maîtresse dans le placard. Isela se précipite vers ses vêtements, essayant de retrouver l'objet qu'elle a perdu dans la soirée. La servante continue de faire ses affaires. Elle verse de l'eau dans la bassine, et la jeune fille crie que le collier n'est pas dans le placard. Le subordonné, souriant, dit que si la décoration n'est pas visible, alors rien ne peut être fait. Elle montre un bol d'eau et demande à la jeune fille de se laver, car le petit déjeuner va bientôt arriver. Isela tape du pied de manière agressive. En criant à la bonne, elle lui demande comment elle ose se comporter ainsi envers elle. L'héroïne gifle son serviteur au visage et une forte indignation est visible sur son visage. La fille tombe au sol de douleur, baissant la tête. Isela demande si elle l'a volé. Elle demande à la jeune fille de retrouver immédiatement ses bijoux. Karen frappe à la porte et entre dans la chambre d'une fille blonde qui demande pourquoi elles font autant de bruit. Isela, hystérique, répond que son collier a disparu. Elle explique qu'elle soupçonne leur femme de chambre d'avoir volé les bijoux. La servante nie sa culpabilité. La blonde regarde ce qui se passe avec une expression inquiète sur le visage. Karen dit avec autorité, se couvrant la bouche avec une main gantée, pour qu'Isela ordonne au reste des domestiques de le chercher dans la maison, mais pour l'instant, laisse-la se préparer pour le petit déjeuner. L'héroïne est surprise et perplexe, se demandant pourquoi il la regarde d'une certaine manière. La jeune fille aux cheveux roux se tient avec confiance, déclarant que Nancy est sa servante personnelle. Elle espère que son interlocuteur le comprend. La femme de chambre regarde par la grande fenêtre du couloir bien éclairé, apparemment confuse par le bruit qui vient de surgir. À l'extérieur du grand bâtiment, les domestiques, à la recherche du collier, discutent de la situation et pensent que la jeune fille devrait mieux prendre soin de ses affaires. Dans une pièce sombre, une femme blonde propose de fouiller dans le grenier, tandis qu'un homme est assis, pensif, sur une chaise. Le père, aux cheveux blonds et au costume noir, exprime sa confusion et son déni. Il ne va pas compromettre l'affaire pour le plaisir du bling. Isela lui parle, lui expliquant que c'était un cadeau de Raymond. L'homme est plongé dans ses pensées, touchant son menton car ce n'est qu'un collier, pas une alliance. L'héroïne le regarde avec une expression triste et suppliante sur le visage. La jeune fille pose ses mains sur ses genoux, tremblant violemment. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal à l'aise. Le malheureux fils du baron est devenu un héros militaire. C'est étrange qu'il les ait choisis. Raymond aurait pu être élevé plus haut. Il est redevable à cette famille. Donc, connaissant son caractère, ils ne s'enfuiront pas. Le père s'assoit à genoux devant Isela et lui propose de lui acheter exactement le même. Mais la fille répond qu'elle n'a pas besoin de quelque chose de similaire. Elle exige exactement le collier que Raymond lui a offert.
Il se lève, arrange ses vêtements et dit que c'est la faute de sa fille. Elle aurait dû mieux prendre soin de ses affaires. Isela parcourt le long couloir de sa propriété, pensant que si Raymond découvre qu'elle a perdu son cadeau, il sera définitivement déçu par elle. La jeune fille est désespérée. Son regard est vide et dirigé vers nulle part. Elle en a marre. En s'approchant d'une des portes, l'héroïne se cogne la tête dessus. Elle veut sortir d'ici. En ouvrant la porte, elle aperçoit un couloir sombre. Des taches de sang sont visibles partout. En regardant la pièce, Isela arrive sous le choc. Elle s'attendait à voir ça. Il y a un collier sur l'un des lits. L'héroïne le remarque et y dirige son regard. Soudain, quelque chose surprend grandement la blonde, et elle halète. Elle voit la tête coupée de la servante Karen, et autour d'elle se trouve la décoration dont Isela avait besoin. L'émotion de choc et d'horreur est visible sur le visage de la jeune fille blonde. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici. La robe et les chaussures de l'héroïne sont tachées de sang. Il lui semble que tout cela n'est qu'un rêve. Isela éprouve une peur extrême. Elle est au bord de l'hystérie et ne comprend pas quand tout a pris une telle tournure. L'héroïne regrette de l'avoir giflée, car maintenant la servante nommée Nancy est morte. La jeune fille trébuche, se demandant ce que fait la servante dans sa chambre, car elle ne se souvient même pas de son nom. Elle tombe au sol en se frappant violemment. Isela ne sait plus quoi faire maintenant. L'héroïne tombe dans l'hystérie. Elle ne voulait pas de mal au serviteur, la mort n'est pas de sa faute. Soudain, la jeune fille se rend compte qu'elle ne doit pas être attrapée dans cette pièce. Sinon, ils penseront qu'elle est une meurtrière. Depuis ce matin, Isela insulte Nancy, et maintenant son corps repose dans sa chambre. La jeune fille pleure et ne comprend pas pourquoi elle connaît un tel sort. Soudain, Karen apparaît devant elle, qui demande pourquoi l'héroïne blonde n'est pas dans ses appartements si tard dans la nuit. Elle tient une lanterne à la main et dit qu'Isela est pâle comme un cadavre. La fille s'assoit par terre et sourit nerveusement, pensant qu'elle a été attrapée. Elle craint que Karen pense qu'elle est une tueuse. Soudain, le personnage principal prête attention à son environnement, pointe son doigt derrière le dos de la jeune fille et accuse Isela d'avoir tué sa servante. La jeune fille blonde pleure et crie qu'elle est innocente. Le personnage principal se couvre la bouche avec sa main et soupire. Elle voit des vêtements tachés de sang et le fait remarquer. Isela regarde ses mains sales. Elle comprend que quiconque la verrait maintenant penserait à elle. L'héroïne ferme les yeux et se rend compte que désormais, elle a définitivement fini. Karen tend la main à la blonde déçue, lui demandant de l'accompagner. La jeune fille sourit gentiment et promet de garder son secret. Isela regarde le personnage principal d'un air vide et demande de quel secret nous parlons, en lui tendant la main. Karen regarde son interlocuteur d'un air entendu et lui demande si elle a ses règles. La jeune fille fut très surprise que la traînée de sang conduise à la chambre des domestiques. Elle donne des vêtements de rechange à la fille, disant qu'elle était heureuse de l'aider. Isela regarde le personnage principal avec méfiance, pensant qu'elle ne sait probablement rien et qu'elle a peut-être tout arrangé elle-même. Karen demande à la blonde ce qui lui a fait peur. Elle répond que quelque chose de terrible s'est passé dans sa chambre. Ils n'avaient jamais rien vu de plus terrible de leur vie, comme un cadavre aux yeux grands ouverts et son collier autour du cou. La jeune fille s'assoit maladroitement sur le lit et le personnage principal lui demande ce qu'elle a vu. Karen sourit largement, ravie de la peur de son interlocuteur. Elle demande si Isela a vu le cadavre. Elle sursaute de peur et fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parle. Le personnage principal explique qu'il s'agit d'un bâtiment très ancien et que des fantômes errent ici la nuit. La jeune fille est encore plus effrayée lorsqu'elle apprend la présence de fantômes dans cette maison. Karen dit que c'est la vérité, car elle a aussi souvent des visions. La jeune fille remue le thé préparé pour elle, en disant qu'avec le temps, la blonde s'y habituera. La jeune fille blonde regarde le sol, essayant de comprendre la situation. L'héroïne prend une tasse de thé à la main et, prenant une profonde inspiration, se détend et se rassure qu'elle vient probablement de l'imaginer à cause d'une fatigue extrême. Isela, souriant légèrement, demande à son interlocuteur de l'accompagner jusqu'à sa chambre. Karen sourit gentiment et accepte de répondre à la demande de l'héroïne. Debout à la porte, la jeune fille la prévient de n'avoir peur de rien. Elle pose la main sur la poignée de la porte et dit qu'il n'y a rien de mal ici. Soudain, un craquement se fait entendre
et Karen calme la jeune fille, car ce ne sont que des visions. Si la porte de la chambre d'Isela s'ouvre maintenant, il n'y aura rien derrière. En entrant dans la chambre, les filles constatent une propreté absolue. Il n'y a vraiment rien. La blonde aperçoit un chapeau posé sur le lit et y prête attention. L'héroïne soupire de soulagement. Elle est contente que tout aille bien. La jeune fille ramasse le haut de forme et sourit largement. Apparemment, il l'a confondue. Isela regarde ses bijoux avec un sourire et pense qu'elle s'inquiétait peut-être simplement pour cette étrange servante. La blonde regarde par-dessus son épaule vers le personnage principal, lui demandant si elle peut passer la nuit avec elle. La fille ne répond pas. Puis Isela demande à nouveau avec incompréhension. Karen reste immobile, regardant attentivement l'héroïne. La fille attrape le personnage principal par la main, crie fort et l'appelle. Le personnage principal s'excuse en disant qu'elle nettoiera tout ici demain. Il est tard. Alors elle suggère d'aller se coucher. La jeune fille s'assoit sur le lit rustique et se demande où est passé le cadavre. Karen a l'air déçue et ne sait pas où est sa servante. Le personnage principal est assis sur le canapé. L'environnement semble douillet. Nancy est allongée sur les genoux de la fille. Elle dit qu'ils sont enfin seuls. La jeune fille, sans hésitation, a bu les somnifères. Karen caresse doucement la joue de la servante. La femme de ménage a un jour de congé le dimanche. Donc si elle disparaît, personne ne le remarquera. Karen sourit, serrant Nancy dans ses bras, se demandant si elle devait l'épargner ou être plus douce, la tuant rapidement. Elle n'a tué personne depuis 100 ans. La jeune fille sourit largement, disant qu'elle est déjà morte plusieurs fois. Une peur extrême est visible sur le visage de la servante. Elle grogne et essaie de s'échapper, mais Karen la tient fermement et lui demande si tout va bien. Le personnage principal jette Nancy à genoux sur le sol, feignant de s'excuser et disant qu'elle essaiera d'être plus prudente à l'avenir. La servante continue de grogner et de tenter de s'enfuir, son regard tombant sur le collier appartenant à Isela. La jeune fille pleure. Le désespoir est visible dans ses yeux. Sa mort est inévitable. Karen tient les bijoux de la jeune fille blonde dans sa main et dit que Nancy n'a pas changé après tout. Jetant le collier par terre, elle sourit largement et dit que puisque c'est la toute première fois, elle fera tout selon sa conscience. La servante plie la jambe, essayant de bouger au moins un peu pour avoir une chance d'échapper à la mort. Si Karen n'aime pas cette mort, elle tuera le serviteur la prochaine fois. Le visage de la jeune fille montre une peur sincère. Elle ne veut pas du tout mourir. Une fille aux cheveux roux tire le foulard qui recouvre la bouche de Nancy. Le collier est en cause. Les mains du personnage principal serrent le drap. Elle était sûre qu'après cela, la servante était morte. Karen arrache la couverture du lit et dit qu'elle pouvait clairement sentir sa respiration s'affaiblir. La jeune fille regarde sous la couverture, vérifiant que le corps de Nancy n'est bien pas dessous. Elle ne sait pas pourquoi elle a disparu. Elle se souvient qu'Isela avait bel et bien parlé d'un cadavre dans cette pièce. Et visiblement, la jeune fille blonde avait terriblement peur, ce qui ne pouvait pas arriver comme ça. En raison de l'afflux d'agressivité, le personnage principal déchire la tête d'oreiller en deux. Elle ne sait pas qui a osé lui voler Nancy. La fille est agressive. Quelqu'un a osé gâcher son plaisir. Elle s'assoit par terre fatiguée et déçue, pensant que c'est un véritable échec. Le personnage principal penche la tête sur le lit, car cela fait environ une demi-heure qu'elle s'affaire avec Iseka. Karen regarde autour de lui, supposant que pendant ce temps, quelqu'un a réussi à tout ranger. La jeune fille reste absolument impassible. Ne comprenant pas comment tout cela a pu arriver, le personnage principal serre les mains et suggère que le meurtre de Nancy n'était que le fruit de son imagination. Elle regarde le sol, essayant de tout comprendre. Peut-être qu'elle a juste imaginé qu'elle avait tué Nancy. Une main crispée saisit les plis du tissu bleu clair. La jeune fille se demande si la douce vengeance n'était qu'une illusion. Karen s'agenouille par terre dans une pièce sombre, disant qu'elle doit être folle. Des larmes amères coulent sur le sol. N'importe qui deviendrait fou et mourrait 100 fois. La jeune fille est assise à genoux, se tenant la tête avec ses mains. Elle se met à rire de manière hystérique. Le personnage principal pleure, même si elle est paralysée, elle ne veut plus vivre cette expérience. Karen lève la main, se criant de ne pas se laisser berner en imaginant quelque chose qui n'est pas encore arrivé. La jeune fille frappe le sol avec son poing, pensant que la prochaine fois,
Elle tuera à nouveau Nancy dans la chambre d'Isela. Elle regarde sa main, estropiée par le coup, pensant que dans ce cas, elle ne pourra pas tenir sa promesse. Le personnage principal attend avec impatience, décidant de réessayer. Mais cette fois, ce ne sera pas Nancy, mais une autre personne. Un inconnu s'approche de Karen dans le couloir. Il remarque la jeune fille et se dirige vers elle. L'homme lui prête attention, surpris par l'apparition du personnage principal dans ce lieu. Elle pense avoir rencontré un gars nommé Bowen plus tôt que prévu. Il se précipite vers la jeune fille, lui prend la main et la regarde avec enthousiasme. Karen examine Bowen avec hostilité, mais l'homme insiste pour soigner et panser la plaie. La jeune fille retire sa main d'un mouvement brusque, lui disant qu'il n'aurait pas dû faire ça. Son fiancé apparaît derrière le personnage principal. Doolan traite l'homme de salaud, et le personnage principal pense qu'il se plaint à nouveau. Le gars met ses doigts dans le visage de Bowen, lui criant après avoir touché la main de sa fiancée. La fille se surprend à penser qu'il ne fait pas du bon travail en feignant la jalousie qui sied à un marié. On ne peut pas atteindre autre chose de Doolan, car s'il n'était pas si maladroit, il y aurait déjà une autre personne à côté d'elle. Karen demande à apporter le petit déjeuner d'Isela dans ses appartements, et le personnage principal prendra lui-même son petit déjeuner dans le hall. Après quoi, elle dit de la laisser seule avec son marié. L'homme accepte toutes les consignes et s'éloigne rapidement des jeunes couples. Doolan demande si la fille essaie de protéger les serviteurs de lui. Karen lui dit d'aller prier. Un peu plus tard, elle viendra dans sa chambre pour quelques heures. Mais le gars désobéit à sa demande et lui attrape brusquement la main. La jeune fille regarde le marié avec irritation, pensant à la façon dont il a osé l'attraper de cette manière. Le personnage principal clarifie le problème. Il est gêné en essayant de dire quelque chose. Il se décide enfin et demande s'il peut panser les blessures de Karen. Le couple est assis l'un en face de l'autre dans une pièce avec cheminée. Le calme et la tranquillité règnent autour. Doolan tient le coton dans les pinces et le déplace soigneusement sur la blessure de la jeune fille, essayant de ne pas la blesser. La fille se tait des sensations désagréables. Aussi douloureuse soit-elle, la plaie doit, dans tous les cas, être soignée. Le gars s'excuse et baisse les yeux. Il ne voulait pas blesser sa fiancée. Le personnage principal regarde Doolan avec indifférence. Sa gentillesse ne la touche pas particulièrement. Mais malgré cela, elle sent que leur relation a changé. La jeune fille sourit faiblement et pense qu'elle veut s'en assurer à nouveau. Karen se rapproche de Doolan, lui demandant s'il la trouve belle. Le personnage principal sourit largement. Diverses fleurs flottent autour d'elle et elle pose à nouveau cette question. Le gars est très gêné et demande d'une voix tremblante pourquoi la fille fait ça. Elle se rend soudain compte qu'il s'agit d'une récompense pour avoir essayé quelque chose de nouveau au bal du passage à l'âge adulte. Pour la première fois depuis un siècle, Doolan a autant changé. À un moment donné, Karen prend son héros dans sa paume. Elle embrasse tendrement la main du gars, disant qu'il est après tout son fiancé. Retirant ses lèvres de la main de Doolan, le personnage principal sourit sournoisement. Elle le provoque. Le mec met sa main derrière la tête de Karen, passe ses épais cheveux roux entre ses doigts. Cette obsession le tourmente. Il embrasse la dame. La fille lui demande de la voler à Raymond, car elle ne veut pas être avec lui. Lors du baiser désiré et tendre, le personnage principal ouvre légèrement les yeux, pensant à son destin futur. Elle pose ses mains sur le cou de Doolan, le rapprochant ainsi d'elle. La fille le serre fort dans ses bras. Tout finira par la mort. Isela tient son collier à la main. Elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans. Le personnage principal joue d'un instrument de musique. De la belle musique retentit partout. Une fille blonde demande si elle a dit que c'était un cadeau de son fiancé. Pour cette petite chose, tu peux acheter une maison dans la capitale. Sans se laisser distraire de son travail, Karen se dit heureuse pour son interlocuteur. Raymond a comblé Isela d'objets coûteux, de fleurs, de bijoux, de robes luxueuses, mais n'a jamais promis de se marier. Se tournant vers son interlocuteur, la jeune fille se demande si elle n'a vraiment pas remarqué quelque chose de similaire dans ses traits. À ce moment, la blonde dit que son fiancé n'est pas du tout comme les autres hommes. Isela se demande pourquoi Karen n'est pas du tout jalouse, même si elle n'a jamais vu de tels cadeaux de sa vie. Il lui semble que la fille l'ignore, la traitant d'arrogante dans ses pensées. Assise sur une chaise à côté de la joueuse, l'héroïne demande pourquoi elle joue du clavecin,
alors que tout le monde autour est déjà passé au piano. La jeune fille répond qu'elle en joue depuis l'enfance et qu'elle l'aime mieux ainsi. Bien que les cordes soient déjà détériorées, Karen refuse la proposition de son interlocuteur de lui offrir un piano. La jeune fille blonde fait la moue et s'écarte, pensant qu'elle ne sera pas contente. Elle se souvient du moment de soin du personnage principal qui l'a rendue heureuse hier. Malgré ses aventures et ses désirs, la jeune fille l'accompagna jusqu'à la chambre. Isella secoue la tête d'un côté à l'autre, essayant d'oublier sa récente hallucination et la servante morte. Elle pense aussi au fait qu'elle n'a pas revu Nancy depuis. La jeune fille s'assoit à nouveau sur la chaise à côté de Karen et demande où est sa servante. Elle répond qu'elle n'a probablement pas envie de se montrer à la blonde à cause de la dispute d'hier. Malgré la logique de la pensée de Karen, l'héroïne dit qu'il est peu probable que ce soit la vraie raison. La jeune fille baisse les yeux vers le sol et dit qu'elle est obsédée par cela. Elle dit que cette femme de chambre est partie parce que sa gorge a été tranchée. Un air de véritable peur apparaît sur le visage de Karen. Isella lève les mains. Elle comprend que cette déclaration semble probablement folle. La jeune fille essaie de se calmer en disant qu'elle vient probablement de tout imaginer. Même si la théorie de la gorge est vraie, Karen n'a pas touché la gorge de la servante. Elle ne comprend pas qui a pu faire cela, car lorsqu'elle était à côté d'elle pour la dernière fois, rien de tel ne s'est produit. Le personnage principal réfléchit profondément et est choqué de réaliser que quelqu'un pourrait faire une telle chose. Isella fait des allers-retours dans la pièce, pensant sérieusement à quelque chose. La jeune fille met ses doigts dans sa bouche, pensant que Nancy a peut-être pris un jour de congé. Elle ne sait pas où se trouve réellement la bonne, mais elle veut vraiment la voir. Depuis ce jour fatidique, Nancy n'a été vue par personne. L'héroïne se dirige vers la fenêtre, regarde les paysages. Elle trouve tout ce qui se passe étrange. La rue est brumeuse. On voit peu de choses. Isella a passé toute la journée à chercher la femme de chambre, mais ses tentatives ont échoué. Soudain, quelque chose grinça à proximité, et la jeune fille se retourna paniquée au son. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'une cheminée. Les bûches qu'elle contient crépitent doucement. La jeune fille expire bruyamment, et avec soulagement, elle était très effrayée par ce son. Elle pose sa main sur sa poitrine, essayant de se reposer et de se calmer. Soudain, quelque chose retentit à nouveau derrière elle, ce qui fait sursauter la jeune fille et la fait encore plus peur. Une servante entre dans la pièce. Elle tient dans ses mains une lettre destinée à Lady Evans. L'expéditeur de la lettre est Raymond Sarthe, le fiancé de la jeune fille. Les yeux de l'héroïne brillent de bonheur et de surprise. Elle est heureuse de recevoir cette lettre. Soudain, Isella fronce les sourcils et tend la main vers la servante avec la lettre, lui disant de la lui donner immédiatement. Quelques jours plus tard, le personnage principal arrive dans un charmant parc. Le soleil brille, il y a beaucoup de monde autour. Une fille nommée Donna est allée avec Karen. Elle est blanchisseuse et sa femme de chambre personnelle. Elle est heureuse que les dames soient venues à cet endroit, admirant tout autour. Croisant les bras, la jeune fille aux cheveux roux pense qu'elle devrait retrouver celui qui a égorgé Nancy. Malheureusement, elle devra se rendre à une cérémonie de passage à l'âge adulte pour cela. Une fois dans une de ses vies, la jeune fille a essayé d'éviter cela, mais rien de bon n'en est sorti. Couvrant son visage avec sa main, le personnage principal assure que cette fois tout sera différent. La jeune fille regarde avec intérêt les décorations de la foire. Après la mort de sa précédente servante, Donna prend sa place. Le chauffeur lui achète les bijoux désirés. Il aime ça. Karen regarde tout cela de côté et pense qu'elle aimait davantage Nancy. Levant la tête vers le soleil et levant les yeux, bloquant les rayons lumineux avec sa main, elle pense qu'au moins quelque chose de nouveau est apparu dans sa vie. Elle invite tous ceux avec qui elle est venue à s'arrêter sur le chemin du cirque, parce que Donna le veut. Le personnage principal attend sur le côté lorsque Donna appelle le garde pour les accompagner. Elle pense qu'elle n'est jamais allée au cirque avec Nancy, mais qu'une fois elles sont allées à un concert. Karen prend sa nouvelle servante par le bras et lui propose de se diriger vers le cirque. Bowen s'avance à contre-cœur. Les filles le suivent, souriant joyeusement. Ils font les yeux doux à l'agent de sécurité, le suppliant de venir au spectacle. Finalement, l'homme abandonne et se dirige vers la billetterie pour acheter des billets. Les filles se réjouissent. Les filles entrent dans une pièce inconnue et on leur dit de s'occuper de quelque chose. Ils sont dans un magasin cher.
Donna dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent à un spectacle de cirque. Karen se demande pourquoi elle pense de cette façon. La jeune fille touche la plume d'un des chapeaux, disant que généralement personne ne répond aux demandes des domestiques. Donna essaie le chapeau du personnage principal et lui demande si elle pense que le domaine compte trop de domestiques. Elle redresse l'arc et explique qu'il y a suffisamment de serviteurs, mais que, pour une raison quelconque, les propriétaires continuent de recruter de nouvelles personnes pour travailler. Mais lorsque M. Evans et sa fille sont arrivés, même cette somme énorme n'était plus suffisante. Karen demande s'il force les domestiques à travailler. La fille essaie également l'un des chapeaux et répond que ce n'est pas le cas. Sir Verdict et Lady Isela arrivèrent, accompagnés d'un groupe de serviteurs. La jeune fille, déçue, dit qu'il y a désormais 2 fois plus de lessive. Donna demande avec colère quand les invités les quitteront. Le personnage principal l'espère bientôt. Karen est convaincue qu'ils ne disparaîtront pas tant qu'ils n'auront pas détruit leur famille. La blanchisseuse dit que Sarah s'est récemment plainte de Lady Evans. La jeune fille dit avec émotion qu'elle n'a pas mis la lettre sur le plateau d'argent. Karen soupire et dit que la famille Hare est très pauvre. Donna baisse honteusement les yeux en disant que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Le personnage principal lui caresse la tête, la rassurant que cette déclaration n'était qu'une blague. La fille cesse d'être gênée, puis Karen lui ordonne de rire immédiatement. La pièce est remplie de rires bruyants. La fille aux cheveux roux regarde de côté avec appréciation. Donna précise radieusement et largement si sa maîtresse plaisantait vraiment. Les filles sont heureuses ensemble. Elles se sentent bien en compagnie les unes des autres. Karen pensait que rien de spécial ne se passerait, puisque toutes les servantes étaient pareilles. Mais, apparemment, la mort de Nancy a vraiment changé quelque chose. Le personnage principal regarde sa nouvelle servante, lui conseillant de prendre un chapeau au lieu d'une casquette, car il fera chaud en été. La jeune fille regarde les nœuds exposés et demande si cela vaut la peine de décorer le chapeau avec un ruban. La servante admire le chapeau dans le miroir, ses yeux pétillants de la beauté de cette chose. La seule chose qui compte vraiment maintenant n'est pas Raymond, éternellement inchangé, mais une femme de chambre qui peut apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Donna ramasse l'écharpe à carreaux et demande à sa maîtresse ce qu'elle en pense. Elle dit qu'elle aimerait offrir cet article de garde-robe à une femme nommée Madame Cher. Karen est surprise que la jeune fille connaisse cette personne. La servante rit, pensant que la maîtresse se moque d'elle, car comment peut-elle ne pas la connaître? Le personnage principal réfléchit à qui est cette Madame Cher, car elle n'a rien entendu parler d'elle. La jeune fille surprise demande si elle se souvient de cette femme, puisqu'elle était le mentor de Karen depuis l'âge de 8 ans. La dame porte la main à son menton, essayant de se souvenir de cette femme, mais rien n'en sort. Elle ne se souvient pas de son mentor. Cela s'est probablement produit avant que la jeune fille n'entre dans ce corps. Donna essaie de s'en souvenir en disant qu'elle a enseigné à l'hôtesse l'étiquette et la danse de salon. La fille demande à nouveau si elle ne s'en souvient vraiment pas. Puis elle se rend compte du personnage principal dont elle se souvient. Madame Cher habite à proximité. Donna pensait que Karen voudrait passer, mais il semble qu'elle se soit trompée. Elle a travaillé sur le domaine pendant 8 ans, mais c'est la première fois depuis 100 ans que la jeune fille entend ce nom. Un quotidien ennuyeux, et des gens qui n'influencent rien. Mais chaque petite chose est importante. Le personnage principal regarde joyeusement par la fenêtre, car elle se rend compte que tout changement peut la sauver. Bowen fait irruption dans le magasin, annonçant que le spectacle va bientôt commencer. Donna quitte joyeusement le magasin, prévoyant de se précipiter au spectacle. Karen quitte le magasin en regardant le ciel, en pensant à cette même Madame Cher. Elle ne sait pas ce que cette femme peut changer, mais c'est peut-être là l'indice principal. La jeune fille sourit sincèrement. Elle a hâte de la rencontrer au plus vite. Le spectacle commence. Tous les invités prennent place. La jeune fille se tient sur une balançoire au-dessus du sol. Karen la regarde, pensant qu'elle aussi est tombée comme elle. Elle est contrariée que la chute ne l'ait pas aidée à mourir. Le personnage principal, volant d'une grande hauteur, a prié pour la fin de ses souffrances. Soudain, un homme attrape la main de l'artiste, l'empêchant de tomber et de se briser. Il s'accroche à la balançoire, la tient avec ses jambes. La fille se balance lentement dans les airs. Les gens autour admirent ce numéro
et Karen pense que lors de sa propre chute, il n'y avait personne pour lui prendre la main. L'artiste vole dans les airs, souriant largement au public. Elle aime faire ça. Le personnage principal essaie de se concentrer et de ne pas penser au mal, car c'est la première fois qu'elle voit le spectacle. Un homme passe devant un groupe de personnes, portant de la bière fraîche et du popcorn pour les visiteurs, et une fille l'appelle. Elle commande une bière. Le gars la lui tend et lui dit de faire attention car c'est facile de la renverser. Donna le veut aussi. Mais Bowen, qui surveille la situation, dit que la maîtresse ne peut avoir qu'un seul verre et que la femme de chambre a encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Le présentateur annonce que le point culminant du programme, l'invité aux oreilles, apparaîtra désormais sur scène. Un animal géant est représenté sur scène. Un éléphant avance lentement. Les gens le regardent, surpris par sa grande taille. Cet animal s'appelle un éléphant et il utilise son nez allongé comme main. L'éléphant commence à exécuter un numéro répété, ramasse les chaises avec sa trompe et les fait tourner dans différentes directions. Soudain, il laisse tomber accidentellement l'une des chaises et de fortes émotions sont visibles sur le visage de l'animal. L'entraîneur prend le fouet à la main en disant que c'est le meilleur remède contre la désobéissance. Il frappe l'animal. Observant l'acte de violence, Karen pensa à quelque chose. Il ressemble beaucoup à cet éléphant. Le destin les oblige à souffrir, ne leur laissant d'autre choix. Les gens se réjouissent en demandant de frapper à nouveau l'éléphant. Le fouet dépasse encore et encore l'animal et le personnage principal. La jeune fille ne comprend pas pourquoi tous ces gens rient autant. Parce que chez l'éléphant, les gens ne s'amusaient pas tellement. Soudain, Karen laisse tomber sa bière. L'éléphant réagit au verre brisé par l'éléphant. Le dresseur dit à l'éléphant qu'il a encore fait quelque chose de mal. Le personnage principal est entouré de domestiques. Tout le monde demande si tout va bien pour elle. Elle propose de partir car, à son avis, le cirque est en quelque sorte ennuyeux. Donna dit que la dame elle-même voulait aller au cirque. Et Bowen explique que ce sera maintenant la partie la plus intéressante du programme. L'homme qui porte la bière dit que les spectacles ici sont toujours très excitants. La jeune fille lisse ses cheveux et explique qu'elle ne considère pas que cela mérite la moindre attention. La lumière tombe sur les boucles d'oreilles de la dame, reflétant la lumière. L'énorme animal s'en aperçoit et regarde vers la dame. La jeune fille touche son menton et pense dans sa tête que l'éléphant a d'abord réagi au bruit du verre brisé, et maintenant à ses boucles d'oreilles. Elle regarde l'animal battu et pense que l'éléphant est peut-être plus intelligent qu'il n'y paraît. Elle sourit largement, pensant qu'elle veut que tout se passe ainsi. Le personnage principal regarde la bête dans les yeux et se demande si elle peut faire quelque chose. L'éléphant commence à se rebeller, se dresse sur ses pattes postérieures et fait des bruits forts. L'entraîneur a très peur, mais avant d'avoir le temps de tout comprendre, il se retrouve écrasé. Les organisateurs courent dans la salle et demandent aux gens de ne pas s'inquiéter, leur disant de quitter le dôme le plus tôt possible. Une foule gigantesque se précipite vers la sortie, criant fort et s'inquiétant pour sa vie. Les serviteurs prennent Karen par les bras en lui disant qu'elle doit partir. Mais elle observe avec intérêt les actions de l'éléphant. Elle sourit et dit à l'animal qu'il fait tout correctement. Le personnage principal souhaite que l'éléphant se débarrasse de tout ce qui le retient. La jeune fille ne peut quitter l'animal des yeux. Elle veut qu'il retrouve la liberté. L'éléphant crie fort et s'avance, brisant les planches sous son poids. La bête s'approche de la terrasse d'observation de Karen. Il se dirige vers le personnage principal. Les domestiques s'accrochent à leur maîtresse et crient fort, craignant de mourir. L'énorme pied de l'éléphant se dirige vers la tête de la jeune fille. Elle n'en a pas du tout peur, car de toute façon, elle ne pourra pas s'échapper. Quelque chose s'est produit, et le gardien et la servante ferment les yeux de leur maîtresse, et elle leur ordonne à son tour de s'arrêter. Ses yeux s'ouvrent, et la jeune fille voit quelque chose devant elle qui la surprend vraiment. Le personnage principal voit un éléphant mort allongé à ses pieds. Elle demande à relâcher la bête. La jeune fille se rapproche de lui. Ce n'est pas un secret pour elle qui l'a fait. Le vendeur de bière arrive et demande si tout va bien. Le rôle du tueur a été attribué à un certain personnage. Un homme repousse brutalement la jeune fille et lui dit de s'éloigner. Le personnage principal est indigné et très inquiet.
Elle regarde quelque part. Il s'avère que la jeune fille regarde la sortie du dôme du cirque, à la recherche d'une certaine personne. Karen sait avec certitude que cela a été fait à l'éléphant par une personne qu'elle connaît. Ce type porte des chaussures de luxe aux pieds. On l'appelle le Diable doré, un tireur pointu. Il est également le personnage principal du roman et le fiancé de la jeune fille aux cheveux roux. Cet homme ne connaît pas encore le nom de Karen et n'a jamais vu la jeune fille elle-même. Il s'avère que tout cela a été dit à propos du héros Raymond Saertas. Il fait noir. Le ciel devient rose. Le soleil se couche lentement à l'horizon. Les petites maisons sont enfin baignées par les rayons du soleil. Le personnage principal court dans une rue vide, pensant que tout ce qui se passe se prépare dès la première page. Au moment où Raymond apparaîtra devant Karen, le monde entier commencera à se terminer. La fille court devant les gens. Elle doit saisir sa dernière chance. Le personnage principal pense qu'elle a un besoin urgent de se rendre chez Madame Cher. Cela doit être fait avant que toutes les modifications ne soient effacées. La fille continue de courir en avant, respirant fort. Cette fois, tout pourrait vraiment changer. Pour la première fois depuis 100 ans, l'héroïne a pu voir un véritable éléphant. Mais l'animal est mort, et Karen non. Alors maintenant, elle doit trouver un moyen pour eux deux. La jeune fille court vers une rue sombre et déserte, que les gens évitent habituellement. Le personnage principal regarde cette rue et se demande si elle doit y aller ou non. La dernière fois qu'elle est passée ici, elle a été attaquée. Karen a un peu plus de temps. Et en général, si elle a déjà rencontré Raymond, alors il n'y a rien à craindre. La jeune fille fait un pas en avant incertain, même si elle est confiante, mais au fond, elle est toujours inquiète. Après tout, après avoir parcouru cette route, le personnage principal arrivera chez Madame Cher. La main d'un inconnu bloque la vue de Karen. La personne demande où elle se précipite. La jeune fille se tourne vers les gens. Il suggère d'un ton moqueur qu'elle doit être issue d'une famille riche. L'homme caresse la joue de Karen, lui posant des questions sur son âge et si elle a un mari. Le personnage principal repousse la main de l'agresseur, pensant qu'il a des ennuis pour la deuxième fois. Elle pense qu'elle a déjà rencontré Raymond et que cela n'aurait pas dû arriver. Peut-être que tout ce qui se passe est le résultat de changements ou que le cirque ne compte pas. L'agresseur continue de harceler la jeune fille en lui demandant à quoi elle pense. Soudain, les paroles d'un homme brun, interrompu par son ami, disent qu'il s'agit de la fille d'un seigneur. Il croit que Karen est une dame bénie de Dieu. Le personnage principal sourit lorsqu'il entend le mot « bienheureux ». Sa mère a dit que ce bébé serait la femme la plus chanceuse du monde, mais Karen trouve ça drôle. La fille est fatiguée de cette vie. Karen ne peut même pas mourir normalement. L'homme aux cheveux noirs saisit le personnage principal par les mains, lui disant qu'il la laissera partir uniquement parce qu'elle est la fille d'un seigneur, mais que tout a un prix. La jeune fille résiste, essayant de se libérer de l'emprise. L'homme crie à son complice de la chercher. L'héroïne regrette d'avoir emprunté cette voie. Elle ne pensait pas que tout se passerait ainsi. Karen attrape l'un des voyous par les oreilles en lui criant dessus, tandis que l'autre fouille son portefeuille. Il leur montre qu'il n'y a rien en lui, très surpris par cela. Un homme aux cheveux noirs pousse le personnage principal, puis tombe et s'éloigne. Les agresseurs commencent à se disputer entre eux. L'un d'eux frappe Karen en lui criant dessus, car elle a beaucoup de bijoux mais n'a pas un sou en poche. La jeune fille s'emporte quand ses cheveux sont abîmés, car ça prend beaucoup de temps à coiffer. C'était le chef-d'œuvre de Nancy. Le bandit est très surpris d'entendre son nom sortir des lèvres de la dame. Lorsque le personnage principal se lève, elle dit que si elle abandonne tous les bijoux, la femme du délinquant ne cessera de le mépriser. Elle dit que s'il la bat, il sera abattu. Elle s'en fiche. Le brun pousse son complice. On dit que la fille est folle et lui demande de fermer la gueule. Un autre homme balance et gifle Karen, qui ne montre aucune émotion. Elle soupire, appelant le nom de l'homme blond. La jeune fille dit que si Thomas décède, sa fille ira chez elle pour travailler comme lave-vaisselle. Karen dit qu'après cela, elle tombera malade et mourra. Les hommes sont très effrayés par cette déclaration. Soudain, l'un des bandits sort un couteau pliant et s'apprête à se diriger vers la jeune fille. Elle regarde tout ce qui se passe, pensant que peut-être la fin sera la même. Quand Karen est en danger, Raymond la sauve. Quoi qu'il arrive, cela reste pareil. Le personnage principal crie après le délinquant,
le provoquant à l'agressivité. Elle espère que son fiancé apparaîtra bientôt et la sauvera. Soudain, le couteau de l'homme plonge dans le corps de Karen et ses yeux s'ouvrent grands. Le sang du personnage principal est sur le couteau et les mains du blond. La jeune fille tombe à terre de douleur, tandis que les bandits se disputent et règlent les choses. Karen pense que c'était une erreur de calcul. Au lieu de Nancy, c'est maintenant Donna. Il est donc difficile de prédire quand elle sera secourue. Elle s'assoit par terre, tremblante et gémissant à cause de la douleur pénétrante et imminente. La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à s'habituer à la douleur. Soudain, l'un des bandits ferme la bouche et envisage de se débarrasser d'elle. L'homme aux cheveux noirs crie à son message d'agir vite. La jeune fille se demande si elle va mourir ici. Un homme nommé Thomas lance un couteau sur le personnage principal, des sueurs froides jaillissant sur son visage. Soudain, une balle traverse la tête du délinquant et il tombe. La jeune fille s'assoit et tient son ventre coupé, disant que le salut est arrivé trop tard. Elle sourit. Une pensée lui vint à l'esprit. Après tout, c'est étrange de dire à votre sauveuse qu'elle n'est pas contente de vous rencontrer. Raymond s'approche de Karen, lui demandant si tout va bien. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. La fille ferme les yeux. Elle ne veut pas le voir. Tout est comme il y a 100 ans. Le gars s'assoit sur un genou pour être au même niveau que l'héroïne infirme. Raymond et Karen sont de nouveau ensemble. Un homme se tient debout, vêtu d'une chemise grise. Ses cheveux blonds flottent au vent et ses yeux verts sont dirigés vers le bas. Ce n'était pas un noble chevalier, mais il cherchait toujours à protéger les gens ordinaires. Raymond travaillait comme tireur d'élite, mais ce travail ne lui fait pas honneur. Une fois, il a tué un capitaine, lui ôtant la vie d'un tir bien ciblé. Les gens criaient de panique. Après la première mission réussie, un barrage de critiques s'abattit sur lui, car seuls les lâches tirent à couvert. Après chaque mission réussie, les critiques envers Raymond devenaient de moins en moins nombreuses. Le type a réussi à tuer à lui seul 300 personnes. Cet homme blond est devenu un héros national. Il est connu sous le pseudonyme de Golden Devil. Des rumeurs couraient selon lesquelles il avait passé un contrat avec un démon pour parvenir à une adresse au tir parfaite. Ses subordonnés l'admiraient. Mais avec le temps, la suspicion a cédé la place au respect. Le gars a un proche subordonné nommé Zénon, qui est toujours avec lui. Le subordonné propose à Raymond de manger de la viande séchée. Même si c'est un aliment simple, le gars l'en remercie. Quiconque connaît l'homme blond conviendra que ce surnom effrayant ne lui convient pas du tout. Le gars mange avec impatience la nourriture apportée. Je l'informe que le petit déjeuner doit être à un certain moment à 2 heures. Zéno pense qu'il travaille toujours seul. Raymond invite son serviteur à rendre visite aux blessés en premier. Il prend toujours soin de ses serviteurs et associés. La jeune fille ne comprend pas pourquoi il était destiné à la rencontrer. Ayant rencontré Zéno, le gars lui dit d'apporter de l'eau et des pansements. Il s'enfuit chercher les articles nécessaires pour soigner la blessure. Ce n'est pas typique pour Raymond d'errer dans les rues de la ville. Zéno se retourne pour vérifier que la fille va bien. Le personnage principal suppose que ce type l'a lui-même blessée. Le gars sourit de contentement. Assise dans la voiture, Karen est allongée sur les genoux de son fiancé et la servante est assise en face. Donna dit qu'elle a soigné les blessures comme Raymond l'a demandé. Mais il y a quelques problèmes. La jeune fille demande ce que faisait cet homme sur le territoire de Lord hier. Il répond que la raison est une affaire personnelle. Il ajoute que sa fiancée est là maintenant. Les yeux de la servante s'illuminent. Mais lorsqu'elle apprend que la mariée est Lady Isella Evans, elle tombe dans la stupeur. Karen se met à tousser. Alors sa servante s'agenouille devant eux, leur demandant si elle va bien. Le gars explique que le corset a pris le coup, donc la blessure n'est pas trop profonde. Si elle est toujours inquiète, vous pouvez retirer le corset et vérifier la plaie. Le personnage principal dit en plaisantant que le gars n'est pas lent, il est gêné, et répond qu'il ne le pense pas ainsi. Donna sursaute et crie que le gars se comporte mal, mais il trouve une excuse avec une blague. Soudain, la voiture heurte une pierre et rebondit. Karen soupire sous le choc. Une douleur intense la transperce. Le gardien crie que la fille ne va pas du tout bien, mais Raymond explique que sa vie n'est pas en danger. La douleur ne veut rien dire, car les coupures font aussi mal. La jeune fille sourit et demande sarcastiquement pourquoi, à son avis, il considère que cette blessure n'est qu'une coupure. Le gars ne voulait pas être sarcastique.
il dit juste que la blessure n'est pas mortelle. Karen se détourne en fermant les yeux. Elle ne voulait pas non plus être sarcastique. On dirait qu'elle est sur le point de s'évanouir. Les yeux de Donna sont mouillés. La fille est très inquiète pour sa maîtresse. Elle pensera qu'elle la harcèle à cause de bêtises. Le personnage principal lui colle le coude, puis Raymond s'enquiert de son bien-être. La jeune fille est surprise par cette question, car étant donné qu'elle saigne, c'est probablement grave. Baissant les yeux vers le sol, le gars dit qu'il n'est pas très éloquent et ne sait pas du tout comment se calmer. Le personnage principal soupire, pensant que Raymond n'est qu'une autre victime du complot. Il ne mérite pas la colère. Soudain, le héros dit qu'il n'est allé nulle part depuis 10 ans. Karen est remplie de colère, car elle n'est allée nulle part depuis 100 ans. Allongée sur les genoux de son fiancé, la jeune fille dit que c'était amusant. Mais il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Le personnage principal a vu un éléphant pour la première fois de sa vie. Il était immense et magnifique. Elle n'arrive pas à croire que des créatures comme celle-ci parcourent la terre quelque part. Karen se souvient d'aujourd'hui avec le sourire aux lèvres. C'était incroyable. Raymond est très heureux que les filles aient apprécié le spectacle. Donna pleure si la dame n'a jamais vu d'éléphant. C'est de sa faute. La jeune fille fond en larmes. Sa voix tremble beaucoup. La dame lui demande de se calmer et de se taire. Elle tient sa maîtresse par la main. On ne sait pas ce qui se serait passé si sœur Raymond n'avait pas bu. La jeune fille serre encore plus fort la main de l'héroïne, pensant que c'est le destin. Karen pense que les personnages ont suivi le scénario, acceptant le développement de l'intrigue comme quelque chose de naturel. Le personnage principal demande à la jeune fille si elle pense que le destin est trop cruel envers elle. Elle se rapproche du visage de la bonne, lui disant qu'elle a failli mourir 2 fois aujourd'hui. Se tournant vers Raymond, Karen demande si elle a tort. Le lendemain, la chambre d'Isela contient un grand nombre de robes disposées partout. Elle crie à la servante d'apporter une autre robe, car celle-ci n'est pas assez élégante. La servante propose une robe blanche et rose avec de gros nœuds. Iselu n'en est pas contente, car c'est trop simple. Elle s'indigne en disant que les plébéiens n'ont aucun goût. La jeune fille baisse les yeux et s'excuse. Le père d'Isela apparaît sur le seuil. Il demande de ne pas lui couper l'épaule. La jeune fille se précipite dans les bras de ses parents en pleurant fort, parce que sœur Raymonde a sauvé Lady Hare. L'homme ne comprend pas la raison des larmes, car ce faisant, il a donné un excellent exemple à tous les chevaliers. Isela craint que Karen soit plus belle qu'elle. Et si son fiancé tombait amoureux de cette fille, le père dit en plaisantant que si monsieur tombait amoureux de toutes les femmes qu'il rencontrait, il aurait un harem pour une utilisation future. Pour la noblesse, le mariage est une transaction. L'amour dans cette entreprise est tout à fait secondaire. L'homme demande pourquoi il annulerait le mariage en faveur d'une famille moindre. Il prend sa fille par les épaules, la rassurant qu'une telle évolution des événements est difficile à imaginer. Isela pense que son père pense ainsi à cause de cela. Qu'il s'attend à ce que les autres recherchent des avantages dans tout comme lui. Soudain, l'homme se rapproche de sa fille. Pourquoi est-elle si nerveuse à son arrivée? Regardant la femme de chambre par-dessus son épaule, il demande si elle est maltraitée ici. La jeune fille, en sanglots, explique qu'elle a fait un cauchemar. Elle a vu le cadavre d'une femme de chambre nommée Nancy qui servait Karen Hare. L'homme s'éloigne, se demandant si cette servante existe réellement. Il assoit sa fille sur le canapé et lui propose de l'appeler, car en voyant la femme de chambre bien vivante, elle oubliera immédiatement tous les cauchemars. Isela baisse la tête et dit qu'elle a disparu quelque part 2 jours après leur arrivée dans cette maison. L'homme est surpris par ce qu'il a entendu, car beaucoup de temps s'est écoulé depuis leur arrivée. La jeune fille dit avec effroi à son père qu'elle n'a pas revu Nancy depuis que j'ai vu son cadavre. Sur la coiffeuse, à côté des cosmétiques, se trouvent des assiettes de délicieuses collations, biscuits, muffins et friandises. L'une des servantes, aidant Karen à attacher son corset, lui dit qu'elle ne devrait pas changer de servante comme des gants. Cependant, en même temps, elle devrait réfléchir sérieusement à sa candidature à la place de Nancy, dit la femme de chambre Hélène. Donna n'est pas encore prête à être près d'une noble dame. Le personnage principal demande si elle ne l'a pas bien servie.